Merci. Merci à toi. Ouais, ça bouge un peu ces machins. Je vais essayer de les remettre. Mes lunettes sont tout dérangées. Alors, bonsoir à tous. Vous m'entendez bien, je pense. Voilà. C'est vrai que c'est un privilège de pouvoir partager tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Voilà, je suis né en 1949, donc j'ai eu quand même le privilège de suivre un peu toutes ces technologies. Alors, j'aimerais déjà vous parler très sommairement de l'intelligence artificielle pour dire c'est quoi, c'est une sorte d'introduction, hein. Est-ce que c'est dangereux? J'ai un ami, Dr Albriter, qui me disait l'autre jour, quand on me demande si l'intelligence artificielle me fait peur, je réponds, ce qui me fait plutôt peur, c'est la bêtise naturelle. Je trouve que c'est intéressant. L'IA, on devrait plutôt parler d'une intelligence augmentée. Ça, c'était l'idée de Jacques Julia, qui était le spécialiste de Siri, celui qui a développé sur les smartphones la possibilité de poser des questions, d'avoir des réponses audibles. C'est plutôt donc une intelligence statistique. Il n'y a pas vraiment d'intelligence, plutôt des probabilités, des statistiques. Il faut savoir que l'IA, elle ne pense pas. Elle n'est pas capable de discerner, elle n'est pas capable de distinguer le vrai du faux, le bien du mal. Elle n'a ni morale ni éthique. Elle n'invente pas de concept, mais elle est capable de mimer une très grande intelligence. C'est drôle parce que l'autre jour, j'avais fait quelques questions bibliques, puis à la fin, je dis ouais, c'est vraiment super, mais dire que tu n'es qu'une machine, que tu penses pas, que tout ça vient de toi. Puis elle m'a dit ouais, t'as tout à fait raison. J'ai aucun sentiment sur tout ce que je viens de t'exprimer. C'était impressionnant. L'IA elle-même est tout à fait capable de te répondre ça, évidemment. Donc, elle mime une grande intelligence, elle distribue des réponses finalement sans les comprendre. Elle ne comprend même pas un traître mot de ce qu'elle raconte. C'est ce qu'on appelle une machine asémantique, hein, qui n'a pas de sens. On se fait avoir par cette illusion, hein. C'est impressionnant quand on discute, vous verrez. L'IA ne peut ni souffrir, ni aimer, ni même assurer la moindre responsabilité. L'homme a la pensée de l'éternité, mais la machine ne l'aura jamais. Alors, j'aimerais juste vous faire un petit résumé des risques qu'il y a eu au cours de l'histoire. On a beaucoup parlé des risques dans l'humanité. D'abord, le risque de l'écriture, hein, ça a commencé il y a très très longtemps, figurez-vous, toutes ces histoires dont on parle encore actuellement. Peur de la perte de mémoire selon Platon, quand on écrivait. On ne va plus exercer sa mémoire, on écrit. Hein. Il écrivait à Socrate en 370 avant Jésus-Christ, donc c'est vieux cette histoire. Il disait, en parlant d'écriture, tu n'as pas découvert un remède pour la mémoire, mais pour l'évocation. Tu donnes à tes disciples la présomption du savoir, et non le savoir lui-même. Grâce à toi, ils se fieront à l'écrit et cesseront de cultiver leur mémoire, devenant ainsi oublieux. Donc il y a un risque de la dégradation de la mémoire humaine, car le savoir sera désormais externalisé. C'est intéressant quand même, c'était Platon qui s'en posait des questions. Risque de superficialité du savoir en lisant, sans avoir vraiment directement discuté avec l'auteur. On risquait d'avoir une fausse compréhension des choses. Voilà, c'était des questions qui se posaient à l'époque. Cette ancienne critique, elle n'est pas totalement obsolète, hein. Elle préfigure de nos débats contemporains sur les effets d'Internet, des smartphones, et puis encore évidemment maintenant, des effets de l'intelligence artificielle sur notre mémoire, sur notre cognition. Les risques de l'imprimerie. Il y avait une crainte de la diffusion rapide des idées subversives, hein, surtout hérétiques et dangereuses. C'était l'Église qui se posait beaucoup de questions, qui avait peur pour le social, le politique, des menaces sur le monopole de l'Église, en se disant il y a des idées qui peuvent circuler autres que par l'Église, puisque c'était les seuls à savoir lire à l'époque. Alors maintenant, c'est aussi le même problème par Internet. Risque des livres, la peur que la lecture intensive corrompent les esprits, notamment celui des jeunes, par un isolement social, moral, hein, un risque de propagation de savoirs erronés, immoraux. Et puis,
Les bibliothèques étaient souvent sous un contrôle strict. Les ouvrages jugés dangereux étaient conservés dans des endroits interdits au public, appelés enfers. Alors, ma belle-mère me racontait que si sa maman la surprenait à lire, elle habitait les Diablerets, si sa maman la surprenait à lire, elle lui donnait immédiatement un travail à faire, en lui disant qu'elle était en train de perdre son temps. C'était la mentalité de l'époque. Hein. C'était considéré comme une activité suspecte, de divertissement facile, improductif, paresseux. Puis bon, on peut avoir des belles bibliothèques, l'impression d'être savant. Hein. Alors moi, des fois, je regarde ma bibliothèque, je dis, oh là 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 là, est-ce que j'ai lu tous ces livres? Est-ce que je les ai retenus? Hein? C'est pas en ayant des livres qu'on acquiert la connaissance, forcément. Hein. Alors, les risques des métiers à tisser, ben, bien sûr, ça c'est la mécanisation. Les tissus étaient réalisés plutôt à domicile par les artisans qui tissaient, on a vu ça en Afrique. Hein. On travaillait à la maison avec des métiers traditionnels. Puis bien sûr, avec l'introduction des machines, tout cela a été brutalement concurrencé par une production bien plus rapide, uniforme et moins coûteuse. Les travailleurs ne pouvaient vraiment pas bien vivre de leur métier. La pauvreté se répandait, c'était pas facile. Entre 1811 et 1816, spécialement dans le Yorkshire, je crois, les Midlands, ouais, en Angleterre, il y avait des groupes d'ouvriers qui s'appelaient les Luddites, qui organisaient des raids nocturnes contre les fabriques, hein, contre les métiers à tisser mécaniques, détruisaient tout ça. Alors, bon, le risque du train, bon, voilà, ça commence à rejoindre notre époque. C'est pas. Bon, l'homme n'est pas fait pour aller aussi vite qu'il disait. Il va avoir des troubles physiologiques et neurologiques provoqués par des vibrations. Ah, bien sûr, on rigole de tout ça, mais il y a quand même des accidents de train de temps en temps. Puis bien sûr, les transports, moi je pense au grand-père de ta maman, hein, ils avaient des diligences au Diableret. Quand il y a eu le train, bah, c'était une catastrophe quand même. Hein. Donc, avant le chemin de fer, les humains, ils dépassaient rarement les 20 km/h. Ils étaient à cheval. Au galop, 20 km/h, c'est pas mal. Hein. On pensait qu'aller plus vite, c'était contre nature, c'était dangereux pour le corps humain. Hein. Puis il y avait des médecins qui diagnostiquaient des symptômes imaginaires comme la folie ferroviaire, railway madness en anglais. Une sorte d'hystérie ou de déséquilibre mental provoqué par la vitesse ou les secousses des trains. Puis alors bien sûr la voiture, hein, bon ça apparaît à la fin du 19e siècle. À l'époque, elle était vue comme une curiosité mécanique réservée aux plus aisés. Pourtant, elle soulevait déjà des inquiétudes sérieuses, danger immédiat pour les passants. Les premières automobiles, ben, elles partagent la route avec les chevaux, avec les piétons. Enfin, vous voyez ces vieux films, des fois, c'est assez impressionnant dans l'espace public. Donc, la vitesse effraie, rouler seulement à 20 km/h paraissait donc extrêmement rapide, comme on l'a dit. Hein. Donc, il y a les risques de l'avion, ben ça on connaît. Ils pensaient que bien sûr le manque d'oxygène, le froid intense, les vertiges, les troubles neurologiques, ils pensaient que le corps humain n'était pas adapté au vol. Et puis très tôt, l'avion suscite également des inquiétudes, surtout par la part des militaires qui craignaient des actions géopolitiques majeures avec les différentes guerres. Puis après, il y a eu les années 70, avec le début des détournements d'avions. Bon, tout ça, vous connaissez. Hein, ça, c'est déjà de l'histoire contemporaine. Donc, je vais pas m'attarder là-dessus. Il y a eu aussi les risques du téléphone. Alors, avant l'apparition du téléphone, communiquer à distance signifiait d'écrire une lettre. Nous, on le faisait en Afrique. On n'avait pas de téléphone. On écrivait des lettres. Il fallait attendre des fois 3 semaines, voire 1 mois pour que la lettre revienne. Ou bien envoyer des télégrammes. Je me rappelle, j'avais envoyé une fois un télégramme urgent pour obtenir des médicaments à Ouagadougou. Nous, on était au nord, dans une ville à Djibo, très loin. Et puis, j'avais été à la poste, j'avais envoyé le télégramme. Et puis, après 2 ou 3 jours, la personne revient. Elle n'avait pas le médicament. « T'as reçu mon télégramme ?» Non. Je suis allé à la poste voir. Et puis, la postière m'a dit « Ah, mais il fallait dire que c'était urgent. » C'est comme ça. À l'époque, c'était comme ça, hein, c'était pas évident. Le téléphone, bien sûr, il introduit une communication directe. Le fait que n'importe qui puisse potentiellement joindre une personne chez elle est vécu comme une sorte de violation d'intimité, hein, déjà à l'époque.
Et puis, on redoute une anxiété nouvelle, c'est d'être constamment disponible, d'être obligé de répondre immédiatement. Ça, hein, c'est de notre temps avec nos smartphones. Nous, ben voilà, on avait de temps en temps un téléphone, mais on n'était pas obligé de répondre à toute vitesse. Alors maintenant, avec nos machins dans la poche, là, je vous dis pas. Durant la Première Guerre mondiale, puis durant la Seconde Guerre, on craignait que les lignes téléphoniques soient facilement surveillées ou interceptées par des espions, ce qui était effectivement le cas, hein, dans l'histoire. Bon, je ne vais pas m'attarder longtemps là-dessus encore, mais c'est intéressant de voir tout ce qui peut arriver. Les risques de la TV, alors ça, bon, vous connaissez, on en a beaucoup entendu parler. Euh, les chrétiens disaient, vous avez le diable à la maison. Ça, c'était un problème parce que beaucoup refusaient. Et pourtant, bon, il y a eu des chrétiens visionnaires qui ont saisi cette opportunité pour annoncer l'évangile. Et c'est vrai qu'il nous faut aussi réfléchir pour l'IA. Qu'est-ce qu'on va en faire, quoi? Est-ce qu'on sera toujours en retard sur notre temps, ou bien est-ce qu'on réfléchit un peu plus loin? Alors, la télévision est ainsi accusée de créer des individus passifs, solitaires, isolés socialement, devenus incapables de communiquer ou d'agir collectivement. On s'inquiète aussi que la télévision diminue l'intérêt pour la lecture, ce qui est aussi le cas actuellement avec nos smartphones et nos écrans. Dès les années 50, la télévision est perçue comme un moyen puissant de manipulation politique potentielle. Les régimes autoritaires comme l'URSS et les régimes fascistes utilisent explicitement la télévision à des fins de propagande et de contrôle idéologique. Alors, les risques d'Internet, bon, je pense que ça, on va peut-être sauter parce que c'est les mêmes qu'on a actuellement avec les smartphones, là, et puis toutes les possibilités. C'est vrai que ça s'est développé très vite. Internet était perçu à l'époque, au début, comme un Far West numérique où tout serait permis, provoquant une anxiété assez forte au niveau social. Et puis, bon, il y a les transferts de mauvaises informations, de contenus violents, pédophilie, haineux, pornographie, etc. pour les mineurs. C'était déjà le cas avec Internet dès le début. Donc, les spécialistes alertent sur le fait qu'Internet pourrait devenir un outil de surveillance massive par les États, et l'histoire de Snowden. Et puis, c'était effectivement le cas. C'est toujours Internet. Des groupes extrémistes utilisent activement les plateformes numériques pour diffuser de la propagande, recruter ou radicaliser des individus isolés ou vulnérables. Et puis, il y a le problème de la consommation des serveurs. Pour faire tourner Internet, il fallait des serveurs puissants, des data centers, et l'infrastructure mondiale d'Internet génère des inquiétudes écologiques croissantes liées à l'impact environnemental. Donc, il faut beaucoup, beaucoup d'énergie. Et puis maintenant, avec l'IA, c'est encore bien plus. Donc, c'est impressionnant. Alors, j'estime que je fais partie d'une génération vraiment privilégiée. Mon papa, quand j'étais jeune, avait construit un poste à galène. Alors, c'est quoi un poste à galène? C'était un système qui permettait de recevoir la radio. On n'avait qu'un seul émetteur à l'époque, c'était Radio Sauton, ronde moyenne, 340 mètres. Et puis, il y avait un détecteur avec un petit bout de fil ressort là, sur un cristal de sulfure de plomb qui s'appelait la galène. Et grâce à ça, on pouvait recevoir Sauton. C'était un circuit très simple, pas besoin de piles. C'était pratique pendant la guerre. Les gens avaient ça pour écouter la radio, les nouvelles, la BBC, etc., tout ce qui se passait avec la résistance. On pouvait acheter des postes de ce genre, on voyait le détecteur là au fond, et on le voit là. Pourquoi je vous parle de ce détecteur? Parce que c'était l'âme du poste. Et puis, ça paraît bien innocent, mais en fait, ce détecteur, c'était le premier semi-conducteur sur le modèle duquel allaient être construits tous les suivants. Par exemple, les transistors, les circuits intégrés, les microprocesseurs, tout était basé en fait sur ce premier détecteur. Après, là, il y a eu les lampes, il y a eu des récepteurs qui se faisaient avec des lampes. Ça, c'était des détecteurs un peu plus sophistiqués qui permettaient d'avoir plus de puissance. Vous vous souvenez peut-être de ces postes de radio qui existaient à l'époque. C'était assez génial. Il fallait du temps pour l'allumer, le temps qu'il chauffe, que les filaments des lampes se réchauffent. Et puis, il y a eu même des ordinateurs à l'époque. Le premier ordinateur qui s'appelait l'ENIAC, c'était un premier ordinateur à lampe. Il était achevé en 1945. Il était considéré comme le premier ordinateur électronique programmable à usage général. Alors, il était programmable, c'était des dames qui le programmaient en brochant des fils. Il n'y avait rien d'autre à l'époque. 18 000 tubes à vide.
Il pesait 30 tonnes. Il occupait 170 mètres carrés. Il consommait 150 kilowatts d'électricité. Il faisait que 5000 opérations par seconde. Le smartphone est 200 000 fois plus puissant que ce monstre. Puis les premières mémoires à tort qu'on appelait, hein, c'était des couturières qui les fabriquaient, parce que c'était compliqué à faire. C'est les mémoires numériques hein, qu'on avait. Moi, j'en ai connu à l'époque, même les premières. Eh bien, ces mémoires qui étaient compliquées à faire, il fallait deux couturières en face l'une de l'autre. Elles mettaient les petits tores en ferrite. Et c'est grâce à ça qu'en fait, on s'est posé sur la Lune. C'est ce genre de mémoire qu'il y avait dans le LEM. Le module lunaire. Cette dame était spécialiste, vous imaginez. Pourtant, leur capacité était... Moi, j'ai suivi ces atterrissages sur la Lune. On photographiait la télévision noir et blanc à l'époque, parce qu'on était impressionnés, j'avais 20 ans. Voilà. Ces premiers corps avaient jusqu'à 12 bytes de mémoire, c'était vraiment très très peu. Une carte mémoire actuellement, seulement de 8 gigabits, elle est 715 millions de fois plus grande que ces premières mémoires. Vous imaginez, quoi. Donc c'est impressionnant. Et puis on a passé gentiment des lampes aux transistors, hein, qui étaient de plus en plus petits, de plus en plus efficaces. C'était inventé en 1947 aux États-Unis. Et puis, voilà, c'était les prototypes, c'était assez impressionnant. Il y avait un semi-conducteur, ça s'appelle le NPN ou PNP. On va pas faire de la technique maintenant, mais c'était petit et c'était efficace. Donc, on pouvait faire toutes sortes de choses avec ces transistors, les premières calculatrices et tout ça. Alors bon, moi j'étais passionné de biologie, là c'était pendant mon apprentissage dans une société pharmaceutique, je faisais de la recherche déjà. Et puis à l'époque, j'avais aussi commencé l'électronique, j'avais mon atelier, j'étais tout jeune. Je commençais à souder les premiers transistors, justement, les lampes. Voilà. Puis j'ai eu cet atelier en Afrique, vous voyez, du reste, les mêmes instruments qui sont dans cet atelier, ils se retrouvent actuellement en Afrique. Donc c'est vrai que c'était intéressant de pouvoir utiliser ça toute une vie. Alors ces transistors, ils se sont développés, on a pu commencer à faire des circuits intégrés, c'est qui contiennent plusieurs transistors. On a fait les premières calculatrices, c'était une qu'on avait faite avec un ami qui permettait de calculer les moyennes scolaires. On faisait partie d'un projet qui s'appelait La Science appelle les jeunes. On avait fait un concours. Puis moi, je faisais les circuits imprimés à l'époque, les premiers circuits par photogravure. Je faisais ça chez moi. Et puis, on avait construit ces machines. Puis après, il y a eu les premiers circuits intégrés. Ma première calculatrice, qui était une Texas programmable. Les premiers ordinateurs, je les ai vus s'installer au centre de transfusion sanguine où je travaillais. Et j'ai même commencé à taper des cartes perforées sur cette machine-là. À l'époque, il y avait pas on ne faisait pas des programmes par bande magnétique, c'était tout des cartes perforées de ce genre-là. Donc, on avait un langage qui s'appelait le Fortran, c'était un langage scientifique pour la recherche. Alors, j'aimerais juste vous dire 2 mots de la loi de Moore. En fait, c'est une des raisons pour lesquelles on arrive à cette situation actuellement avec l'intelligence artificielle. C'est cette progression continue de la capacité de l'informatique, des transistors. Ces circuits intégrés, au début, ils contenaient que quelques transistors, puis petit à petit, ils se sont développés. La loi de Moore dit que tous les 2 ans, la quantité de transistors peut doubler sur la surface du circuit, c'est ça. Et on arrive à des quantités absolument phénoménales. Donc, un transistor, c'est petit, mais sur les premiers microprocesseurs en 1971, eh bien, on avait déjà 2300 transistors. C'était pas mal. Ils faisaient à peu près 92 opérations par seconde, donc c'était pas mal hein, pour l'époque. C'était gravé donc par photogravure à l'intérieur du circuit. C'était impressionnant de voir ce premier processeur. Actuellement, en 2023, on a eu les derniers modèles de processeurs qui étaient des Intel i9. Vous voyez sur la liste, ils se sont beaucoup développés. Il avait 21 milliards de transistors sur la puce, 21 milliards au lieu des 2300. Et puis, il est capable de faire la somme totale de 2000 milliards d'opérations par seconde. 2000 milliards de calculs chaque seconde. Imaginez la puissance des ordinateurs actuellement par rapport aux premiers qui en faisaient que 92.
Donc, ça travaille vite, hein. Et tout ça, c'est ça qui a permis en fait l'avènement de l'intelligence artificielle. Ça qui équipe toutes nos machines, nos ordinateurs depuis déjà quelques années. Alors, ça commence par des barres en silicium qu'on doit découper et ça se fait dans des usines ultra spécialisées. Il y en a très peu dans le monde qui sont capables de faire ça. Je vous en parlerai aussi. On découpe en tranches, bon, pas avec une lame comme ça, mais... Et puis, on est capable de graver, de faire des microgravures dans des conditions absolument extrêmes de propreté, parce que la moindre poussière ferait qu'il n'y a plus rien qui marche. Donc, c'est ainsi qu'ils ont pu augmenter la finesse des gravures. Au début, c'était autour des 10 microns, les fils. Puis, c'est descendu à 1,5, 0,18 microns, 65 nanomètres, 22 nanomètres pour les i9, plutôt 10 nanomètres. Hein, et 10 nanomètres, ça représente un 10 millionième de millimètre. Vous prenez 1 millimètre, vous le coupez en 10 millions et vous avez la finesse. C'était vraiment très petit. C'est ça qui a permis d'avoir jusqu'à 21 milliards de transistors. Donc tout ça, c'est gravé sur ces tranches de silicium. On peut voir au microscope, on voit apparaître les circuits. Et ça demande une technologie absolument incroyable. Comme je vous l'ai dit, il y a très peu de sociétés dans le monde qui sont capables de faire ce genre de choses. Il y a la fameuse usine qui se trouve à Taïwan, qui est très convoitée par les Chinois, parce que c'est les seuls qui sont capables d'arriver à une telle densité d'informations. Et si on veut maîtriser l'intelligence artificielle, il faut pouvoir maîtriser une très grande densité d'informations. Il faut maîtriser ces technologies. Ils sont les seuls vraiment à le faire. Les États-Unis ont essayé de les inviter chez eux. Je ne sais pas si, avec la situation actuellement, c'est crucial, hein, pour l'avenir du monde, ce genre de choses. Vous voyez la complexité de ces usines. Elles sont sans poussière, il faut une filtration énorme, les gens sont habillés la tête aux pieds avec des filtres. Enfin voilà, c'est vraiment très compliqué. Alors, les premiers ordinateurs, voilà, c'était le mien, le premier, le VIC-20 en 1980, c'était un BASIC. Hein. Puis j'ai eu la chance aussi de faire partie du SMACI Club du professeur Jean-Daniel Nicou, qui était à l'EPFL, qui avait déjà développé les premiers systèmes de microprocesseurs et des ordinateurs qu'on appelait les SMACI, qui étaient très présents dans nos écoles vaudoises, hein, à l'époque. C'était une révolution. J'ai aussi eu l'occasion de suivre un cours à l'EPFL avec Daniel Tallman sur la réalité virtuelle à l'époque. Voilà, c'était des choses dont on s'intéressait dans le cadre de la recherche. Ben, tout ça, ça aboutit à des trucs banaux qu'on connaît actuellement. Et puis à ça aussi, ben, vous vous souvenez bien sûr du téléphone classique. Nos petits-enfants nous disent « Mais papa, tu avais mis un antivol ?» Oui, c'était l'époque de nos parents. Et puis maintenant, ben, tout le monde est habitué à ces machins, les smartphones. Toute cette évolution technologique a permis en fait la naissance de l'intelligence artificielle. Alors, un petit peu d'histoire de l'IA. Bon, j'aimerais déjà vous dire que le cerveau humain, c'est une merveille encore largement inconnue. Hein. La structure d'un neurone, c'est une unité de travail de base du cerveau. C'est une cellule spécialisée conçue pour transmettre l'information à d'autres cellules nerveuses, cellules musculaires ou cellules des glandes. Hein. Les caractéristiques du cerveau reposent en grande partie sur l'interconnexion entre les neurones. C'est le plus important. Notre cerveau, ben, vous voyez, cette connexion, c'est au niveau de ce qu'on appelle les synapses. Il y a des échanges de neurotransmetteurs chimiques. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. Et puis des signaux électriques qui circulent. Notre cerveau, il a 100 milliards de neurones interconnectés. Le cerveau humain contient environ 100 000 milliards de connexions. C'est beaucoup quand même. Et c'est très, très différent, bien sûr, d'un réseau neuronal, mais voilà, on voit des coupes de neurones au microscope. C'est toute beauté quand c'est fluorescent. C'est une structure complexe qui est massivement parallèle, qui forme des réseaux interconnectés qui sont capables de traiter en même temps beaucoup d'informations. Il y a toutes les informations conscientes, il y a toutes les informations inconscientes. Je ne vous en parlerai pas ce soir, c'est trop long. Puis c'est intéressant quand même de voir comment ça se passe. C'est donc une structure massivement parallèle. Et c'est cette architecture qui permet nos capacités cognitives avancées, la perception, le raisonnement, l'apprentissage. Tout ça, c'était quelque chose qui a toujours fasciné les hommes.
Bien sûr, l'intelligence artificielle a voulu s'inspirer du cerveau humain. Beaucoup de choses qu'on a fait dans notre monde actuellement, des grandes découvertes, sont inspirées de la création de tout ce qui a été fait sous nos yeux, de ce que Dieu a fait, des découvertes qui ont été faites dans la nature. Donc, les réseaux neuronaux artificiels sont conçus pour imiter la manière dont les neurones biologiques fonctionnent ensemble pour identifier des motifs, évaluer des options et tirer des conclusions. Les deux systèmes peuvent apprendre des nouvelles informations, adopter leurs réponses en conséquence. Alors, le cerveau humain est beaucoup plus complexe finalement qu'un réseau IA, mais il a une plasticité synaptique des mécanismes d'apprentissage qui sont encore inégalés par les systèmes artificiels. Et puis, il faut aussi savoir qu'ils consomment très, très, très peu. Alors qu'il faut des vraies centrales nucléaires pour faire fonctionner les grands centres data centers, il faut des vraies centrales nucléaires pour les faire fonctionner. Notre cerveau, c'est 20 watts. Hein. Si je montre à ma petite fille un seul chat, elle va consommer 20 watts, alors qu'il faudra des millions, voire des centaines de millions d'images de chats pour que l'intelligence artificielle apprenne à reconnaître un chat. Et puis, il faudra des kilowatts. Donc, il y a une flexibilité extraordinaire du cerveau humain qui peut faire une multitude de tâches avec une efficacité remarquable, alors que les réseaux neuronaux sont quand même un peu spécialisés. Bon, c'est en train de changer, hein, avec ce qu'on appelle l'intelligence générale, artificielle générale, hein, qui serait capable de tout comprendre et de faire beaucoup de choses. Alors, les pionniers de l'intelligence artificielle, eh bien, c'est un certain Alan Turing. Alors, lui, il a déchiffré Enigma, la fameuse machine des Allemands qui était pour faire du cryptage pendant la guerre de la cryptologie. Lui, il était capable de déchiffrer les codes, parce qu'il était un type très doué en informatique de l'époque. Il a construit une machine qui s'appelait la bombe. Et ils ont été capables, avec cette machine, de déchiffrer les codes. Il présente en 1936 une expérience de pensée que l'on nommera ensuite la machine de Turing, ces concepts de programmes, de programmation qui prendront tout leur sens avec la diffusion des ordinateurs dans la seconde moitié du XXe siècle. Dans son article Computing Machinery and Intelligence, il a dit en 1950, il aborde le problème déjà de l'intelligence artificielle, 1950. Et il propose un test qu'on appelle le test de Turing. Il prédit que dans 50 ans, il sera impossible de différencier les réponses d'un humain ou d'un ordinateur. C'était pas tout à fait 50 ans parce que c'est pas en l'an 2000, mais c'est en l'an, c'est actuellement qu'on commence à avoir un peu de peine à différencier. Bon, on verra ça plus tard. Un certain John McCarthy a aussi, dans une conférence en 1956, a mis en avant le terme d'intelligence artificielle en tant que discipline de recherche à part. Alors, ça fonctionnait plus ou moins bien, mais pas vraiment. Il y a eu des hauts et des bas. Les gens ont investi beaucoup d'argent. Il y a eu le fameux ordinateur Big Blue d'IBM, vous avez peut-être entendu parler, parce que c'est lui qui a gagné la première partie d'échecs contre le champion du monde, qui s'appelait Kasparov. Il était très humilié du reste. C'était pas facile. Bon, ça fonctionne toujours pas très très bien, parce qu'il n'y a pas assez de données. Il faut beaucoup de données pour que l'intelligence artificielle fonctionne. Alors, il y a eu un certain monsieur qui s'appelait Jensen Huang qui a inventé des cartes de jeu. J'en avais une, là j'ai oublié de la prendre, mais c'est pas grave, c'est la dernier modèle. Des cartes de jeu qui s'appelaient Nvidia, qui sont dans beaucoup d'ordinateurs, surtout ceux qui sont passionnés des jeux vidéo. Ce monsieur qui venait de conditions assez faibles, assez modestes, il a vraiment bossé comme un malade. Il est venu s'installer aux États-Unis et c'est là qu'il a créé ces nouvelles cartes petit à petit, des nouvelles puces qui sont extrêmement puissantes. Alors vous me direz, mais pourquoi des cartes de jeu? C'est quoi cette histoire? Moi, je veux pas jouer. En réalité, dans ces cartes, il y a beaucoup de microprocesseurs, des milliers qui sont interconnectés, un peu comme dans notre cerveau. C'est grâce à ces cartes actuellement qu'on peut faire de l'intelligence artificielle. La plupart des serveurs dans le monde qui ont ChatGPT ont des cartes de ce genre-là.
partout. Pourquoi? Parce il a réussi à faire des prouesses. C'est vraiment un champion des réseaux et des neurones artificiels. Et il fait des millions depuis 2022, je crois qu'il est monté en bourse. Parce que tout le monde se précipite sur ces cartes. Elles sont souvent impossibles à obtenir. On peut faire marcher des lunettes virtuelles aussi avec ces cartes très très bien. J'ai testé, c'est assez impressionnant. Et il continue de développer et tout le monde se l'arrache partout dans le monde. Ces cartes sont capables de monter jusqu'à 10 000 milliards d'opérations par seconde. 10 000 milliards de calculs. Alors que les nouveaux circuits qu'il a conçus, ça monte encore beaucoup plus haut, jusqu'à plus de 30 000 milliards d'opérations par seconde. Et il faut ça si on veut gérer des images, si on veut gérer des films par l'intelligence artificielle. Alors on peut aussi avoir des toutes petites cartes actuellement qui montent à des très hauts niveaux. Et c'est assez impressionnant de voir que pour 250 $, vous pouvez avoir votre propre intelligence artificielle. Du reste, c'est fait pour des robots, des choses comme ça. Du reste, j'en parlerai tout à l'heure dans les projets que Jacques Daniel a développés. Donc, le cerveau humain, 100 milliards de neurones interconnectés, 100 000 milliards de connexions de synapses. On essaie de faire ça avec les réseaux de neurones. Alors, ça se fait comment? C'est des sortes de circuits informatiques qui sont dans ces processeurs, qui sont interconnectés physiquement. Donc, dans ces genres de fonderies où on fabrique les processeurs, on fabrique ces circuits spéciaux qui ont été faits dans les fabriques NVIDIA, entre autres, avec des entrées-sorties qui se comportent un petit peu comme des neurones. Alors, si on leur soumet des images, ils vont apprendre à reconnaître chacune de ces images. Il faut beaucoup d'itérations, beaucoup d'allers-retours. On leur dit non, tu as dit que c'était un chat, mais c'était un chien, tu t'es trompé, etc. Donc, on fait beaucoup d'allers-retours. Et ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Du reste, il y a des personnes qui ont fait ce travail pendant des années, qui étaient souvent sous-payées, d'essayer de voir des images, de les décortiquer en différents sujets, en petits morceaux, et de donner des noms pour que le texte qu'on va écrire pour faire une image corresponde au morceau de l'image qu'on veut générer. Et on les a appelés justement ces personnes chargées d'étiquetage des images qui fournissent une contribution fondamentale au développement de l'intelligence artificielle. Elles transformaient des données brutes en informations structurées, permettant ainsi au modèle d'apprentissage automatique de fonctionner d'une manière optimale. Malheureusement, ces tâches étaient souvent effectuées dans des conditions très précaires. Il y avait des gens qui venaient du Kenya, etc., qui travaillaient dur, isolés, sous-payés, malgré l'importance de leur contribution au développement de ces technologies avancées. Cette situation a soulevé des questions éthiques concernant la valorisation et la protection de ces travailleurs invisibles de l'IA. Parce qu'en plus, ils étaient chargés de nettoyer ces images. C'est qu'on leur soumettait parfois des images absolument horribles. Et il y en a qui sont tombés dans la déprime à force de voir des choses horribles de notre société occidentale, entre autres. Ils devaient trier tout ça, décrire tout ça, justement pour éviter que l'IA produise n'importe quoi après. Alors, pour faire un réseau profond, par exemple pour ChatGPT, qui est capable de discuter en direct avec nous, il faut jusqu'à 96 couches de ces neurones, hein, et plusieurs millions de neurones, jusqu'à 100 milliards de connexions. C'est moins que le cerveau humain, hein, mais on arrive quand même à faire des choses surprenantes. C'est des couches de circuits électroniques qui sont conçues dans ces puces spéciales qui permettent ça. Alors, où est la différence entre les neurones naturels, vous me direz, et les artificiels? Tout est dans la rapidité et la vitesse des opérations chaque seconde. Les réseaux neuronaux artificiels, en particulier ceux qui fonctionnent sur des processeurs avancés, peuvent effectuer donc des milliards, voire des trillions d'opérations par seconde. Parce que si vous mettez des réseaux entiers de ces puces spéciales, vous en mettez dans un data center des milliers, ça a vraiment une puissance de calcul absolument phénoménale. Donc, ils sont capables de faire des trillions d'opérations par seconde. C'est des quantités inconcevables pour notre cerveau. Par exemple, ces supercalculateurs modernes atteignent des capacités de traitement de l'ordre de 23 millions de milliards d'opérations par seconde. Mais alors, ça coûte cher en électricité, hein, on va le voir, ces réseaux.
Il y a des chercheurs du MIT qui ont développé des neurones artificiels capables d'effectuer des calculs jusqu'à 1 million de fois plus rapidement que les neurones humains. Donc, l'avantage de ces systèmes, c'est pas la flexibilité, mais c'est la rapidité. C'est la vitesse de calcul, parce que nous, évidemment, je ne sais pas combien de calculs par seconde vous êtes capable de faire, mais 2 ou 3 seulement. Nous, on a de la peine, même pas. Il nous faut quelques secondes même. Hein. Donc, vous imaginez la vitesse de calcul. Donc, actuellement, c'est une course mondiale effrénée, car le pays qui parviendra à créer l'IA la plus performante, ben, il deviendra le pays le plus puissant du monde. Il pourrait contrôler le monde entier. Alors, l'évolution des IA, ben, il y a plusieurs niveaux. Il y a eu l'IA classique du début, qui était programmée entièrement. Puis après, l'IA basée sur des données, ce qu'on appelle le machine learning, où elle pouvait s'améliorer. Puis l'IA générative, qui est capable de créer par elle-même beaucoup de choses. Et puis, on attend tous, avec crainte, l'IA générale, qui va regrouper toutes ces IA, reconnecter toutes ces puces un peu partout dans le monde, et peut-être nous créer des problèmes. Les data, ben, pour pouvoir fonctionner, l'IA a besoin de très nombreuses données, mais vraiment beaucoup. Plus il y en a, plus elle sera efficace, plus puissante elle sera. C'est une course mondiale, ça je l'ai dit. Internet, chaque jour, c'est 2,5 exaoctets. Donc vous imaginez la plus grande bibliothèque que vous connaissez. Je ne sais pas si vous êtes allé voir une grande bibliothèque dans le monde une fois, aux États-Unis ou ailleurs. C'est grand, hein, il y a des milliers, des milliers, des milliers de livres. Eh bien, Internet, c'est 250 000 bibliothèques importantes, hein, chaque jour qui circulent. Donc c'est vraiment énorme comme données. 530 millions de DVD en images. Hein. YouTube, c'est 500 heures de vidéos mises en ligne chaque minute. Chaque minute, 500 heures de vidéos sur YouTube. Donc, il faudrait 720 000 heures ajoutées chaque jour. Donc, il faudrait plus de 100 ans pour voir toutes ces vidéos, pour une seule personne 24 heures sur 24. Hein. Alors voilà les fameux data centers dont je vous parlais. C'est immense, il y a des milliers d'ordinateurs, ça coûte une fortune parce qu'il y a des millions de cartes de ce genre. Ça consomme énormément de courant. Ça demande un entretien constant. Facebook, par exemple, en Suède, il faut 120 mégawatts pour le faire tourner, rien que Facebook. Google en Belgique, plus de 80 mégawatts. Microsoft en Irlande, plusieurs centres autour de 50 à 100 mégawatts chacun. Une consommation mondiale qui est en nette augmentation selon l'Agence internationale de l'énergie. Pourquoi? C'est parce qu'il y a tous ces data centers. En 2022, il est dit que les data centers ont consommé environ 460 terawatts-heure dans le monde. Hein. En 2025, on s'attend à ce qu'ils consomment entre 620 et 1000, plus de 1000 terawatts par année. C'est absolument gigantesque. Hein. C'est plus que la consommation annuelle de la France, qui est environ 450 terawatts. C'est aussi à cause de l'intelligence artificielle, hein, tout ça, parce que ça consomme beaucoup, beaucoup d'énergie. Alors, les applications, on y arrive. Ça va, ça suit. On va respirer dans un petit moment, hein, parce que c'est très technique tout ça, mais c'est pour vous expliquer cette progression dont j'ai été témoin. Alors, les LLM, comme ChatGPT, ça veut dire Large Language Model. Hein. Modèle large de langage. Alors, ChatGPT, ça veut dire quoi? Chat, c'est la discussion, hein, en anglais. Generative, Pre-trained, Transformer. Ça veut dire que ce système permet de générer grâce à un prompt, qu'on va dire, à partir de données pré-entraînées, c'est-à-dire qu'on a pré-entraîné des morceaux de phrases, des mots. Par exemple, je crois que le mot chat, il a un certain numéro dans ces systèmes. Chaque mot a une valeur, a un poids différent. Et on peut pré-entraîner ces cerveaux électroniques en fonction des poids. C'est un calcul statistique qui se fait en fonction de la phrase que vous allez écrire ou la demande que vous allez faire. Ces cerveaux vont réfléchir et
ils vont relier, si vous voulez, le texte de votre demande à quelque chose de concret qui a un poids statistique important dans le calcul neuronal. Mais il faut que le réseau neuronal soit bien entraîné. C'est un peu compliqué comme conception. Moi-même, j'ai de la peine à comprendre, à saisir toutes les finesses. Peut-être qu'il y a des gens qui ont fait un peu d'informatique ou qui ont travaillé sur ces réseaux neuronaux jour et nuit et puis qui savent mieux expliquer que moi. Mais en fait, c'est un calcul statistique. Hein. Ça réfléchit pas à une intelligence artificielle. C'est juste des statistiques qui sont faites par ces réseaux qui ont chaque point électronique, chaque processeur électronique a un poids différent. Puis comme ils travaillent en parallèle, ils savent ce qui a de la valeur ou pas et ce qu'il faut répondre pour avoir une suite logique. Vous avez déjà remarqué quand vous tapez sur votre smartphone un mot sur WhatsApp, par exemple, vous commencez à taper une phrase, il vous propose souvent le mot suivant. Hein, parce qu'il y a une certaine intelligence. Il sait que si vous avez dit ça, vous allez probablement dire ça ou ça ou ça. Ça, c'est déjà de l'intelligence artificielle. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, comme je vous ai dit, il faut beaucoup de données pour y arriver. Alors, GPT, ben, voyez, il en a fallu énormément. GPT-2, ben voilà, c'était nul comme, comme intelligence artificielle. GPT-3, c'était impressionnant. C'était le début en 2022, sauf erreur, hein, quand on a commencé à découvrir ChatGPT. Puis maintenant, on est à ChatGPT 4, qui peut dépasser les 500 milliards de paramètres, donc de connexions internes, pour pouvoir répondre d'une manière plus logique. Gemini Ultra, Google aussi, c'est la même chose. Donc, ces entraînements de modèles IA demandent des millions de kilowattheures. Un seul entraînement peut consommer autant qu'une centaine de foyers pendant un an pour entraîner ces réseaux à avoir une mémoire qui est capable de raisonner comme un cerveau humain en quelque sorte. Alors, on arrive aux images et aux vidéos, ça sera peut-être un peu plus récréatif. Alors, pour y arriver, bon, ils ont dû d'abord décrire les images, comme je vous ai dit, par ces gens qui étaient des travailleurs exploités, qui devaient décrire les images, chaque partie de l'image, dire si c'était valable, si c'était juste ou faux, etc. Les associer à un texte, les filtrer, les nettoyer, les vectoriser, on appelle ça tokenisé, hein. C'est les découper. C'est comme si vous preniez une image un peu simple, mais que vous la mettiez dans un broyeur. Hein. Vous prenez une photo, vous voulez vous débarrasser, vous la passez dans un broyeur, vous avez tous des petits bouts de fil, mais chacun de ces petits fils de l'image est noté et a un certain poids. Et il peut être utilisé par le réseau neuronal pour reconstituer une nouvelle image. Alors, il y a plein de sites sur Internet. Le plus connu, c'était Midjourney, qui était une intelligence artificielle capable de générer les premières images, et c'est beaucoup développé. Il y a OpenAI, il y a DALL-E, il y a DeepSeek, la fameuse intelligence chinoise aussi, parce que les Chinois sont aussi très en avance là-dessus. Imagine, etc. Kling, qui permet de faire des films, OpenArt. Alors moi, ça m'avait inspiré à l'époque parce que on dit, vous décrivez dans un micro, par exemple, une image, vous écrivez, et l'image apparaît. On va voir tout à l'heure. C'est impressionnant. J'avais pensé à la création, à Dieu qui parle car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Parce que lui, c'est pas des images qu'il va faire, mais c'est de la vraie matière, c'est de la réalité, parce qu'il maîtrise jusqu'aux particules et aux atomes qui composent l'univers entier. Et lorsqu'il dit, il ordonne, il y a quelque chose qui se passe dans l'infiniment petit, dans la matière. Et ça, c'est impressionnant. Car il dit la chose arrive et il l'ordonne. Alors moi, j'ai pas fait ça, j'ai pas joué à Dieu, mais j'ai tapé, j'aimerais avoir un pêcheur un soir dans un port, voilà, avec le visage un peu buriné, etc. Alors voilà, il m'a fait ce pêcheur comme ça apparaît en quelques secondes, c'est impressionnant. J'avais mis un petit peu de bruit de fond pour faire plus naturel, donc on arrive, voilà. Et puis là, voilà, c'est une photo que j'ai faite d'un martin pêcheur, Jean-Jacques, voilà, tu vois, il connaît bien les oiseaux, il fait beaucoup de photos. Alors, je vais vous poser une petite colle. Voilà, j'ai deux photos, le 1 et le 2. Hein. Alors, vous allez me dire lequel, on va reprendre. Hein. Ça, c'est le 1. Voilà. Ça, c'est le 2. Lequel est de l'intelligence artificielle et lequel est réel. Alors, ça, c'est le 1, vu plus proche. Et ça, c'est le 2. Alors, qui vote pour le 1 comme oiseau réel?
vous votez le 1. Pour le vrai oiseau, vous votez le 1. Qui vote pour le 2? Ah, je vois qu'il y a des connaisseurs qui avaient raison. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, la vraie photo de Martin Pêcheur que j'ai faite avec un ami, c'était bien la photo numéro 2. Vous voyez, le 1, c'est artificiel, entièrement artificiel. J'ai simplement dit, j'aimerais un Martin Pêcheur sur une branche, j'ai voulu que ça ressemble un peu à la photo, et il l'a fait. Vous voyez, donc c'est quand même impressionnant. Voilà, le 2, c'est le réel. Voilà la photo du vrai Martin Pêcheur. Et voilà les détails du vrai Martin Pêcheur. Impressionnant, n'est-ce pas? Ça, c'est l'IA. Et voilà le détail de l'IA. Alors voilà une photo, par exemple, dans l'Oriot d'Europe. Et voilà le même en IA. C'est pas mal quand même, hein? C'est impressionnant. Donc, ces réseaux neuronaux ont mémorisé des millions de photos, peut-être des millions de photos d'oiseaux, et ils sont capables, en fonction de ce qu'on va demander, de produire exactement ce qu'on veut. Alors, on peut lui dire, j'aimerais qu'il vole, j'aimerais qu'il soit sur une branche. Les limites, c'est votre imagination, et c'est fou, et c'est très prenant, hein. Moi qui aime bien tout ce qui est l'art, la photo, on peut y passer des soirées, voire des nuits entières à jouer avec ça. Ça marche vachement bien, on va le voir. Tout ça, c'est des possibilités de créer toutes ces photos chez soi, localement, avec la carte graphique que j'ai oublié de prendre, mais voilà, c'est cette carte que vous avez vue en photo. Vous pouvez faire ça chez vous. Il y a assez de puissance. Il faut juste importer, c'est gratuit. Vous pouvez importer ces banques de données déjà entraînées, comme une sorte de filet gigantesque, dont chaque nœud est un point qui a un poids différent, qui est dédié à certaines images. Alors, il y a des filets différents. Si vous faites des bandes dessinées, ben voilà, vous allez plutôt prendre des gens. C'est des images qu'ils ont piquées, hein. L'intelligence artificielle, c'est pas foulé pour demander des autorisations. Ils ont pris tout ce qui existait sur Internet. Ils ont tout volé, en fait. Toutes les images, toutes les photos. Il y en a qui ont essayé de faire des procès, mais c'est des gens aux États-Unis qui ont pris tout ce qu'ils pouvaient comme image, tous les grands artistes, etc. Alors, je vous montre un peu les capacités au niveau photographique. Ça, c'était mon épouse. On était jeunes mariés. Elle était à Rome, sur une plage, très sympa, sur une diapo. Alors, voilà, elle était un peu bruitée. Il y avait si vous regardez bien, il y a des taches. Elle est un peu floue, hein. Mais si vous la passez dans un logiciel d'intelligence artificielle, il va vous refaire le visage. Vous voyez la netteté, là, la différence. Peut-être c'est un peu difficile à cette distance, mais voilà, c'est impressionnant quand même. On arrive à remettre au net des photos presque floues, hein. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut, une fois qu'elle est bien mise au net, vous pouvez la passer dans un logiciel qui anime tout ça. J'avais pas de caméra, hein, mais à partir de ça, voilà ce qu'on peut faire. C'est beau quand même. C'est très puissant, hein. Ouais, donc, vous voyez, les vagues sont justes, etc. Tout est calculé par l'intelligence artificielle. Il faut disons 5 minutes pour avoir ça. Si vous le faites localement, on peut le faire localement maintenant, mais il faut des fois un peu plus, parce qu'il faut une carte très puissante, justement, avec ces réseaux neuronaux en parallèle. Alors, voilà, c'est sympa, c'est rigolo. Maintenant, si vous voulez agrandir l'image, comme c'est une diapo verticale, je vais faire une diapo 16:9, vous dites agrandis l'image à gauche et à droite. Et il le fait, vous voyez parfaitement, on ne voit pas la jonction, hein. Vous pouvez faire ça sur Photoshop, maintenant il y a l'intelligence artificielle. Et puis on arrive à notre fameuse photo 16:9. Alors là on se dit, fais un petit film aussi. Alors voilà, c'est parti. C'est un autre film, c'est chaque fois un peu différent, mais on peut diriger le film, on peut diriger la caméra, on peut la faire tourner. Tout ça, il n'y a pas de caméra, c'est juste des calculs statistiques, vous imaginez. Alors c'est pas parfaitement juste, il y a des petites erreurs, mais si vous regardez bien, mais c'est quand même impressionnant, quoi. Donc en fait, tout ce qui passe par votre tête, vous pouvez le faire, hein. C'est vraiment c'est prenant, quoi. Parce qu'à l'époque, bien sûr, on n'avait pas de caméra, on n'avait pas les moyens d'avoir tout ça. Vous pouvez refaire revivre des gens. Et je sais qu'ils ont fait tout le discours de Charles de Gaulle récemment dans l'histoire. Et puis alors vous pouvez dire, j'aimerais un beau lac au Canada avec des fleurs, des forêts. Il le fait. J'aimerais ma chérie là au milieu. Il la met. Je suis jamais allé au Canada, on n'est jamais allé au Canada. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du fake, hein. C'est vraiment
complètement faux à quelque part, ça n'existe pas, ça n'a jamais été le cas. Et pourtant, c'est faisable, c'est facile. Alors, Đây này, ça c'est réel. đây Nguyệt. Quá. Xong quá. Alors ça, c'est un ami en Afrique qui a un petit garçon, puis il fait des beaux jardins Casaren a soutenu, a développé. Puis ils ont récolté un jour cette superbe patate douce qui ressemblait à un canard, puis le gamin est en train de dire « Ouais, c'est un canard, c'est un canard ». Alors, Đây này. Đây Nguyệt. voilà. Alors ils m'ont envoyé la photo de la patate douce parce que je trouvais marrant, puis j'ai dit « Ben oui, c'est un canard, regardez ». Vous voyez que c'est un canard. Alors j'ai renvoyé ça, et puis le petit était vraiment tout touché. Ils l'ont gardé, du reste, ils ne l'ont pas mangé, parce que ça dit, elle est vivante, il est vivant, c'était bien un canard. J'avais raison, vous voyez, disait le petit. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement dit à l'intelligence artificielle, anime cette patate douce comme un canard. C'est tout, trois lignes. Et il le fait très très bien. Vous voyez, c'est impressionnant quand même. C'est ça la puissance actuelle, c'est ça, vous voyez, la puissance du mensonge qu'on peut en fait faire. Bon, dans ce cas, c'est rigolo, c'est sympa, mais vous imaginez ce qu'on peut faire avec ça. Donc, là, ça c'est la dernière intelligence de Sora, donc de ChatGPT. J'ai fait une super sauterelle. Mais là, je ne sais pas si les observateurs ont remarqué quelque chose. Regardez bien. C'est beau, hein, c'est toute beauté, c'est la belle sauterelle que j'ai filmée. Non, c'est Sora, j'ai dit fais-moi une sauterelle sur un... Je vous la remontre, hein, regardez bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui a remarqué? 3 antennes, voilà, il y a un problème. 3 antennes. À moins que ça soit un monstre de la nature, ça arrive, mais c'est très très rare. Vous voyez, il faut regarder, souvent, il y avait toute une histoire avec, quand il y a eu l'attaque sur Gaza, il y avait un enfant palestinien qui était en sang avec sa maman. Si vous aviez regardé bien, il avait 6 doigts. Entièrement synthétisés par l'intelligence artificielle. C'est des fakes, des mensonges, en fait. Ouais. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut observer, mais ça va devenir de plus en plus difficile. Vous voyez, par exemple, la suivante, on pourrait croire que c'est vraiment un insecte. Moi, j'aime bien filmer les insectes. On pourrait croire que c'est vrai, hein? Jean-Jacques, qu'est-ce que tu en penses? C'est beau. Puis le papillon, là, le macaron, regarde ça. Si c'est pas beau, hein? Et celui-là. Bon. Et puis là, j'avais voulu faire quelque chose pour notre fête de Noël. Vous voyez ce monsieur qui lutte contre la tempête? C'était pour le théâtre de Noël. Puis finalement, on l'a pas mis, mais... Vous connaissez ce monsieur? Et voilà, c'est notre pasteur. C'est impressionnant. Donc, vous voyez, on peut imaginer des situations qui n'existent pas. Je dis, il marche dans le froid, dans une tempête de neige, etc. Et il le fait, quoi. Alors, à toi, Mathieu, c'est le moment de sortir en direct. On va s'amuser un peu. Comme ça, c'est un peu moins lourd que tous ces mégam tétra et autres machins. Bon, on va faire tourner des serveurs aux États-Unis. Ouais, et on va consommer de l'énergie. On va consommer de l'énergie. Non, Rémi a déjà montré pas mal de choses très puissantes qu'il a fait à la maison. Et puis là, je voulais vous montrer des choses assez rapidement. Qui n'a jamais utilisé une IA? Ah, quand même un certain nombre de personnes. Enfin, vous l'avez utilisé parce qu'il disait, malgré vous, les mots qui sont prédits dans WhatsApp ou dans d'autres choses, bah voilà, pas volontairement. Alors là, je suis... pour ceux qui l'utilisent quotidiennement, ça va pas être très loin, ce que je vais faire juste là, mais l'idée c'était juste de faire, prendre quelques minutes, faire un truc vraiment maintenant avec vous, en direct. Donc là, je suis simplement sur celle qui est un petit peu la plus connue, qui s'appelle ChatGPT. Donc vous voyez comment ça se présente. Là, je l'ai mis en grand. Il y a cette petite fenêtre en bas où on peut écrire ce qu'on appelle, il l'a dit, un prompt. C'est un texte, une demande, une requête. Puis plus on met de mots, plus ça va consommer. Tu m'avais même dit, fallait pas mettre de point d'interrogation. Ouais. Suivant quoi? Parce que si on met un point d'interrogation à la fin de notre question, ça consomme encore plus d'énergie que si on n'en met pas. Donc, par exemple, on est à l'église.
voyez où c'est trop petit? Même tu laisses la faute pour montrer que ça marche. Vu que je prêche dimanche, comme ça, ce sera fait en même temps. Prépare-moi une prédication sur... Dites-moi un texte ou un thème, puis vous verrez ce qu'il fait. Ah, on va pas faire Néhémie. Moi, je l'ai déjà fait. Non. J'ai pas fait avec ça. Dites-moi un thème ou un texte. Vas-y, Lisiane. Sur la mer Rouge? Ok. La mer Rouge dans la Bible. La Bible, il faut préciser. Oui, c'est vrai. Je vais rajouter un ou deux trucs comme ça. Voilà, j'ai juste mis 10 minutes et 3 points structurés. Je lui envoie ça. Voilà, vous voyez, ça va vite, hein? Clac, 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 clac. Titre, quel titre il nous donne? Traverser la mer Rouge, un chemin de foi. Introduction, frères et sœurs. C'est un peu pompeux quand même, hein. Nous connaissons tous l'histoire du passage, etc., etc., etc. Tous l'histoire du passage de la mer Rouge en Exode 14. C'est un récit puissant de délivrance, de foi et de puissance de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir comment ce passage nous enseigne 3 vérités fondamentales. 1. Dieu prépare le chemin là où il n'y en a pas. 2. La foi nécessite une action. 3. Ce qui nous poursuit sera englouti. Voilà, il y a même un peu des images. Je vais juste lui demander, moi j'aime bien quand c'est drôle, je vais lui demander d'ajouter de l'humour. Hop. Il dit tout le temps d'accord, hein. Il dit jamais non, hein. Donc voilà, une deuxième version avec de l'humour. Je vais pas la lire, mais des fois il y a des blagues, voilà. Et rassurez-vous, il n'y aura pas d'examen à la fin. Voilà ce qu'il ajoute un petit peu. Et à la fin, il dit que le Seigneur vous bénisse. Et souvenez-vous, avec Dieu, même si ça semble impossible, il y a toujours une sortie et pas besoin de GPS, il nous dit. C'est beau. Voilà, j'ai demandé une prédication, on peut demander ce qu'on veut. Une deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est les possibilités. Je vais ouvrir une nouvelle demande. J'espère que ça va marcher, on va essayer de lui parler en mode vocal. Hey there, how's it going? T'es sympa, mais je parle français, moi. D'accord, pas de problème. Comment? Alors, j'ai une question pour toi. C'est quoi ton verset préféré? C'est une question intéressante. J'ai pas de verset. Je sais pas s'il prend tous les bruits qu'il y a dans la salle. Vas-y, raconte-moi ton verset préféré et interromps-toi pas. D'accord. Un verset qui est souvent apprécié par beaucoup de gens est le psaume 23. 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Continue en italien. Certo, un versetto molto conosciuto è il Salmo 23:1. Il Signore è il mio pastore e nulla mi manca. Repasse en français, et puis est-ce que tu aurais une blague sur le psaume 23? Bien sûr, voilà une petite blague pour toi. Pourquoi le berger du psaume 23 ne se perd jamais? Parce qu'il suit toujours la boussole divine. Voilà, c'est moyen, hein. Mais ça marche bien, juste pour vous montrer qu'on le fait passer d'une langue à l'autre, je l'interromps, il écoute, Et ça, moi, j'ai pas d'abonnement, c'est entièrement gratuit, hein, tout ce que vous pouvez faire. Et puis, une autre chose que je voulais vous montrer, on a parlé d'images. Là, je suis sur quelque chose qui s'appelle Microsoft Designer, donc ça utilise l'IA de Microsoft qui s'appelle Copilot, hein, c'est ça. Et puis, c'est une parmi d'autres, c'est peut-être pas forcément même la meilleure, hein, mais voilà, j'essaye celle-ci. Elle est rapide. Alors voilà, là, on va lui dire quelque chose, et puis il va créer une image à propos de ce qu'on va dire. Alors, qu'est-ce que vous voulez voir? Allez, un animal. Panthère des neiges. Hein? Panthère des... Panthère des neiges. Ok, on la met où, cette panthère des neiges? Faut que ça soit un endroit inhabituel, qu'ils doivent quand même travailler un peu. À la plage. Qui court après un dahu. Hein, on va peut-être le perdre, là. Dahu avec quelque chose en arrière-plan. Qu'est-ce qu'on met en arrière-plan? Avec un coucher de soleil. Voilà, je vais m'arrêter là, juste pour vous montrer, c'est quand même assez impressionnant, juste en quelques mots.
ce qu'il arrive à décortiquer et puis à mettre ensemble. Ok, bon, on va continuer. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués, mais on a quand même eu un moment de relâche là, hein. Alors, les graphismes et l'art, comme je vous ai dit, ils ont piqué beaucoup d'images, de dessins, de grands artistes mondiaux. Par exemple, vous pouvez faire du Dali, ou bien vous pouvez faire, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. En fait, à partir de banques d'images un peu spécialisées, je veux avoir tel type de peintre ou tel type de photographe. Vous pouvez faire des très jolies choses, hein. Ou alors vous pouvez faire des dessins au trait. Là, tout ça, c'est des dessins que j'ai fait avec ma petite fille parce qu'elle aimait beaucoup les chevaux et puis on s'amusait elle-même taper des images qu'elle voulait, tous les styles possibles. Vous pouvez faire de la bande dessinée, Jésus sur la barque, hein, ou bien un peu du fantastique, voilà, où il y a, voilà, il marche sur l'eau, ou c'est Pierre, voilà. Ou bien vous pouvez faire des dessins au trait comme ça. Vous choisissez simplement soit une photo réaliste, soit du dessin. Ça, c'est ce que j'avais commencé à faire pour la pièce de Noël. Alors, on n'a pas utilisé celle-là, mais j'ai utilisé celle-là dans le film de la pièce de Noël, quand vous avez fait le théâtre. Des images fantastiques avec les anges, puis on peut les faire bouger en plus, hein. J'ai pas les animations, là, mais on peut animer tout ce beau monde. Et puis on peut faire de la musique. Bon, on n'aura pas le temps ce soir, mais là, il y a un spécialiste de la musique, là, Fred Kohler, qui a un studio d'enregistrement depuis l'aube des temps. Donc, il a dû suivre tout ça, n'est-ce pas, Fred? Suno, il paraît que c'est assez impressionnant, hein. Je ne sais pas si tu as vu la capacité, mais tu peux créer des... Expérience de création de musique, mais l'utilisation de l'IA pour traiter l'audio. Ouais. Ah, pour traiter, ouais, pour épurer des mauvais enregistrements, pour les améliorer, etc. Ouais, c'est fantastique. Mais là, on peut créer de la très belle musique avec Suno maintenant. Vous pouvez même faire chanter des personnes. Vous chantez dans un micro, puis vous pouvez mettre une très très belle voix qui vous suit. C'est absolument incroyable. Alors bien sûr, vous connaissez la conduite automobile, hein. Là, je ne vais pas m'étendre. Voilà, Tesla, vous connaissez, hein. Alors, il y a des gens qui disent, bientôt on pourra ne plus conduire, enfin, je veux dire, lire un bouquin tranquille dans sa voiture. Moi, je sais pas, en tout cas, je sais pas si les jeunes, ça vous tenterait ce genre de choses ou pas. Moi, j'aurais peur quand même, hein. Un peu difficile quand même à accepter. Puis bien sûr, il y a la robotique qui va faire parler d'elle tout soudain. Dans les prochains mois, ça va venir très très vite. À cause de ces petits modules dont je vous ai parlé, ils deviennent de plus en plus intelligents, les robots. Ils sont dans les maisons de personnes âgées, ils racontent des histoires, ils aident les gens. Bon, voilà, ça c'est l'IA, mais ça se passe comme ça. Ils peuvent venir, ils pourront aider des personnes en direct, on pourra discuter avec eux. Ils sont capables de voir si vos lacets sont défaits et vous les refaire directement, sans qu'on lui ait appris. Simplement, il a cette intelligence comme ChatGPT. Il voit avec les yeux, par contre, il a l'intelligence du regard. Et il est capable de prendre des décisions. Et puis, bien sûr, il va remplacer la main-d'œuvre dans beaucoup d'endroits parce que ceux-là, ils n'ont pas les week-ends. Ils peuvent travailler 24 heures sur 24. Et puis, il n'y a pas de syndicat. Alors bien sûr, l'armée est toute puissante là-dessus. Si l'armée n'intègre pas l'intelligence artificielle dans ses armes, elle a perdu actuellement. Il n'y a aucun doute. Donc il faut l'intelligence la plus forte possible, la plus intelligente possible, la plus rapide possible, et qui a les meilleurs ingénieurs qui ont mis au point les logiciels et les algorithmes nécessaires pour ça. Et c'est vraiment impressionnant. Tout est synchronisé. On n'est pas loin des films de science-fiction, peut-être que certains ont vu, que ça s'appelait Terminator, hein. On n'est pas loin de ça, vraiment. On y est déjà même. Les drones sont pilotés, des essaims de drones, des centaines de drones qui arrivent avec des charges explosives. Vous ne pouvez pas lutter, c'est un essaim de moustique ou un essaim d'abeilles qui vous fonce dessus. C'est vraiment impressionnant. Un colonel de l'US Air Force raconte en marge d'une conférence à Londres comment une IA censée rendre des drones militaires autonomes s'est retournée contre son propre camp. C'est arrivé, hein, dans une simulation. Donc c'est ça le problème. Cette dernière avait débusqué
seuls des missiles surface-air. Et dans une simulation, l'IA n'a pas hésité à enchaîner les stratégies les plus dérangeantes pour achever sa mission. Donc c'est ça le problème. Si elle sait qu'elle doit protéger ou tuer, elle risque de le faire spontanément sans qu'il y ait une décision humaine. Et c'est ça le risque actuellement. C'est un risque réel, hein. Vraiment impressionnant. Parce que la vitesse à laquelle ces chiens robotiques courent actuellement, ou ont des armes sur eux, ils peuvent monter des pentes, ils peuvent rouler en bas des pentes, ils se retrouvent toujours sur leurs quatre pattes. C'est d'une puissance incroyable. Je sais pas, vous avez vu peut-être des vidéos là-dessus, mais c'est vraiment impressionnant. Donc là, il y a vraiment un danger réel. On ne sait pas ce qu'on va devenir et puis comment on pourra maîtriser tout ça. Je vous en parlerai après. Alors la médecine, bien sûr, elle fait des grands progrès. Il y a des choses intéressantes. Par exemple, maintenant, simplement l'image du smartphone, vous faites un selfie, il y a des signaux physiologiques, jusqu'à 6 signaux qui peuvent être relevés avec un selfie de 30 secondes. 30 secondes, ça suffit. Elle permet aux médecins d'analyser les variations du rythme cardiaque, la fréquence respiratoire, la tension artérielle, le niveau de stress, avec ce simple selfie de quelques secondes, sans contact. Donc, vous imaginez, vous arrivez dans votre cabinet médical, il y a une petite caméra, c'est pas le cas, hein, mais et puis le médecin sait déjà tac, 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 oui, elle a telle tension, tel machin, elle est stressée, il y a ci et ça. Bon, c'est impressionnant quand même. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, et surtout toutes ces données seront sur les clouds, sur les nuages, hein. Il y avait du reste un petit gag à la télévision suisse récemment. Là. Il y avait un gars qui disait qu'il avait construit un ordinateur sous la coupole du palais fédéral. Et puis, il disait, ouais, ça sera un ordinateur suisse, etc. Puis on lui a demandé à la fin, ben, c'est quelle société qui s'occupe? Oh, je crois que c'est une société qui s'appelle Meta, je crois. Il n'avait pas du tout réalisé que c'était en fait les Américains. Mais tout ça pour plaisanter, pour dire, bon, c'était un gag, hein. Mais pour dire qu'en réalité, même dans notre coton de veau, toutes nos informations vitales, les assurances, les impôts, tout ça est sur des clouds américains. Et avec les nouvelles lois américaines, ou presque tout, hein. Qu'est-ce que tu dis, toi? Alors, en fait, il y a la NLPD, qui est la nouvelle loi sur la protection des données, qui nous oblige à avoir ça sur des serveurs en Suisse. Et notamment, si on parle de Microsoft, pour en citer qu'un, ils ont dédié des serveurs en Suisse pour les clients suisses. Pour autant qu'on soit connecté. Donc tout ce qui est gratuit, sans compte, partent aux États-Unis. D'accord. Et dès qu'on est connecté avec un compte qui est spécifié en Suisse, c'est suisse. D'accord. Mais c'est du Microsoft quand même. C'est du Microsoft avec des clauses et des conditions qui disent qu'ils nous certifient. Espérons. On ne sait jamais. Je pense qu'ils se tireraient une balle dans le pied s'ils faisaient ça dans le... Ouais, moi je me méfierais. Alors bon, en médecine, les progrès, ben voilà, il peut y avoir, je vous en avais parlé, je crois, dans les cours facteur foi qu'on avait fait, c'est l'histoire de la procréation médicale assistée, le fameux bouquin de Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, ben on y est là maintenant, parce que tout ça est surveillé par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que les gens qui font une fécondation in vitro, eh bien, c'est surveillé par un robot que vous voyez là, et qui va analyser chaque image du développement de l'embryon et choisir les meilleurs embryons à réimplanter chez la mère porteuse, et puis jeter les autres, hein. Donc c'est surveillé vraiment sur des milliers d'images, il y a eu des milliers d'images, des milliers d'expériences, ils ont dit, ben, telle condition, après telle fécondation, là, ça a bien marché, cet embryon numéro 5, là, c'est le meilleur, c'est celui-là qu'il faut réimplanter. Les autres, vous pouvez les garder congelés, etc. Donc, vous voyez, il y a des possibilités assez impressionnantes, surveillées par l'IA, hein. Bon, c'est l'IA qui prend le choix du meilleur embryon à réimplanter. C'est tout le problème, voilà, la conception assistée. On en a beaucoup parlé dans nos facteurs foi, si vous avez l'occasion de regarder ces émissions. Alors, il y a un autre facteur aussi, c'est la possibilité de s'occuper des grands prématurés maintenant. Je ne sais pas si vous savez, mais on peut mettre ces prématurés dans du liquide amniotique synthétique. C'était fait pour un petit mouton, là, ils ont fait des essais, ça marche très bien. Donc, on peut sauver des enfants très prématurés maintenant. Ça se fait, je crois, à Clermont-Ferrand, ils ont donné l'autorisation. Ça se fait aux États-Unis. Donc, votre bébé, vous allez le trouver, mais dans une poche avec du liquide amniotique contrôlé par l'IA. Des liquides, bien sûr, synthétiques, mais qui permettra à l'enfant de ne pas avoir toutes les séquelles d'une naissance prématurée. Puis les Chinois s'y sont mis,
Mais eux, ils aimeraient aller du début jusqu'à la fin. C'est depuis la PMA, la fécondation in vitro sous le microscope, jusqu'au bébé. Hein, c'est des mères machines, comme on appelle. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assez de femmes. Il y a des problèmes pour faire remonter leur effectif. Je ne sais pas s'ils vont y arriver, mais naître au travers d'un sac en plastique, dans un sac en plastique, c'est quand même inquiétant. Mais peut-être par l'intelligence artificielle, justement, ils seront peut-être capables d'y arriver. Alors maintenant, j'aimerais vous parler un petit peu de l'imagerie médicale. J'ai pu installer en Afrique, je crois, à peu près 14 radiologies, donc je connais assez bien ces problématiques. Encore récemment, j'avais pu installer un scanner, le premier scanner de la mission protestante, le premier scanner de Ouagadougou même. C'était un monstre boulot. À l'époque, on faisait encore des développements d'images par film. J'avais été aidé par un spécialiste qui était venu au moment où je l'ai enclenché. J'avais tout monté, puis il est venu contrôler. Et ça marchait, il m'avait félicité. Donc maintenant, on peut analyser toutes ces images radiographiques par l'intelligence artificielle qui en a vu des milliers et des milliers, et puis qui est capable de conseiller le médecin ou le radiologue en disant c'est plutôt ça ou c'est plutôt ça. Et moi, je suis intéressé par l'Afrique parce qu'il y a beaucoup d'infirmiers qui font des échographies, mais qui ne sont pas toujours très bien formés. Et je vous ai dit, avec ce petit module, qui est, voilà, qu'on peut facilement obtenir pour pas cher. Du reste, c'est un problème parce que n'importe quelle personne ou groupe terroriste peut maintenant se procurer des modules comme ça et l'utiliser pour faire marcher des robots, faire marcher des caméras de surveillance ou faire marcher des drones pilotés à distance, etc. Donc, la dissémination de ces intelligences artificielles, on ne pourra plus l'arrêter parce que non seulement c'est gratuite, mais on peut l'avoir comme ça partout dans le monde. Vous la téléchargez, vous avez une carte comme ça et vous pouvez faire des choses absolument extraordinaires, positives, mais des choses absolument terribles aussi en même temps, comme toujours avec la technologie. Alors Jacques Daniel, qui est ici présent, a développé tout un système de valises médicales qu'on distribue en Afrique. Il y a toutes sortes de choses intéressantes. Je ne vais pas parler de ta valise ce soir, mais surtout d'une certaine page qui est parlé de ton système échographe portable, qui permet d'analyser en direct des images sur une tablette. Et on pourrait le coupler, en fait, c'était un petit peu mon idée, c'est de pouvoir le coupler à une carte comme ça, qui contient ces bases de données échographiques. Elles sont gratuites, on peut les trouver sur le net, les pomper. Il faut savoir comment faire, mais c'est pas très très compliqué. En fait, il faut juste avoir une bonne mémoire et puis avoir installé ce qu'on appelle Python, c'est le langage informatique. Avec ce système, on pourrait facilement aider les infirmiers locaux à interpréter correctement les images. Vous pouvez aussi avoir toute une banque médicale en mémoire. Nous, on avait développé avec un médecin là-bas sur place depuis il y a longtemps un logiciel qui permettait de nous aider pour la médecine tropicale. Alors, on a introduit toutes les caractéristiques. On devait faire des analyses. Puis, à partir de ces analyses, on rentrait dans le logiciel et puis il nous disait, oui, ça c'est plutôt un type de palu, ou bien ça c'est plutôt de la dengue, ou bien ça c'est plutôt du typhus, etc. Donc, il y avait des possibilités extraordinaires, déjà avec un simple programme, d'avoir des bonnes idées. Mais maintenant, avec l'intelligence artificielle, vous aurez beaucoup plus de paramètres et beaucoup plus de précision dans le diagnostic. On peut même, directement sur ChatGPT, vous avez votre ECG, si vous avez l'ECG de votre médecin ou un petit problème, vous mettez votre ECG comme image, ChatGPT va parfaitement bien vous l'analyser et vous dire s'il y a un problème, immédiatement, comme ça, direct, parce qu'il est capable d'analyser les images. Alors voilà, donc il y a beaucoup de possibilités, mais toujours le risque des données, c'est que des gens mal intentionnés pourraient utiliser nos données de santé où les assurances pourraient se renseigner et puis nous bloquer l'accès à certaines choses. Donc, alors la chirurgie, je vais pas aller plus vite parce que le temps passe. Oula, ouais. On peut faire beaucoup de chirurgie, téléchirurgie. Avant, les médecins qui faisaient l'endoscopie, ils devaient se plier dans toutes les positions. C'était très pénible après une journée de chirurgie. Je te dis qu'actuellement, ils ont des robots comme Da Vinci à distance. Ils peuvent opérer assis confortablement. C'est beaucoup plus facile. Alors, il y a les recherches des nouveaux médicaments. Je vais passer vite aussi. L'intelligence artificielle a fait des pas de géant pour les molécules, les protéines.
on peut faire des choses vraiment extraordinaires. J'ai moi-même travaillé dans cette recherche. On travaillait à l'époque avec des lunettes 3D. On peut aussi trouver des nouveaux médicaments ou faire des nouveaux produits chimiques. Il y avait quelque chose d'assez terrifiant. Je crois que c'était à Roche. Ils ont fait tourner l'ordinateur avec l'intelligence artificielle toute une nuit. Comme l'intelligence connaît toutes les règles de chimie, elle a pu synthétiser des nouveaux composés extrêmement toxiques pour l'homme, genre sarin ou gaz qui touche les nerfs, etc. Elle a trouvé plus de 100 nouveaux composés inconnus en une nuit. Donc vous imaginez, et c'est des choses qu'on peut installer sur son propre ordinateur, il n'y a même pas besoin d'avoir un truc très puissant, il faut juste avoir Python et l'intelligence artificielle. Vous imaginez des groupes terroristes qui s'amusent à faire ça. C'est inquiétant. Alors la recherche sur le cancer, bon, j'ai travaillé des années à l'ISREC dans la recherche. Et puis voilà, l'intelligence artificielle, elle est capable, juste vous dire, ça c'était intéressant, c'est une nouvelle découverte pour le cancer du sein. Elle a été développée au MIT récemment. Elle a permis de prédire l'apparition de tumeurs au sein jusqu'à 4 ans avant qu'elles n'apparaissent à l'imagerie. Vous imaginez? De quoi révolutionner le dépistage du cancer du sein. Bon, ça nous a touché personnellement dans notre famille, donc on sait de quoi il s'agit. La recherche dans tous les domaines, bien sûr. La recherche en biologie. Bon, j'ai travaillé des années sur le vaccin. Du paludisme. En synthétisant des nouveaux vaccins par l'approche de l'intelligence artificielle. La recherche en génétique. Bon, on peut travailler aussi sur tout le génome humain, et, les 23 paires de chromosomes, et trouver des trucs vraiment, vraiment intéressants. Il y a un risque énorme, je trouve, au niveau mondial, c'est nos cartes génétiques. Avant, on faisait du séquençage génétique à la main, voilà, on déterminait l'ordre de l'ADN. Hein. Maintenant, on a des machines automatiques. Bon, j'avais des machines déjà automatiques à l'époque avec les étudiants. On pouvait séquencer des génomes, trouver des nouvelles maladies, etc. On a séquencé le génome humain complet. Il a fallu 10 ans et 3 milliards de dollars. Maintenant, vous avez une machine qui vous fait ça en 24 heures pour 500 dollars. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont envoyé des prélèvements de la bouche pour avoir leur histoire, savoir d'où ils venaient, etc. Et en réalité, c'est dangereux. Il y a une société qui vient de faire faillite, vous l'avez peut-être entendu aux nouvelles, ça s'appelait 23andMe aux États-Unis. Et évidemment que tout le monde est intéressé par ces données. Il semble que les Chinois ils aimeraient beaucoup pouvoir contrôler les individus avec ça, au point que les soldats aux États-Unis, on leur a interdit de suivre des tests d'ADN, parce qu'ils ont peur pour leur armée. Il y a toutes sortes d'applications, bien sûr. Tout ce qui est complexe peut être maintenant maîtrisé dans le monde, sont en tout cas étudiés, comme le génome humain, comme les collisions au CERN, pour comprendre mieux le comportement des particules. Donc, l'intelligence artificielle, elle est vraiment partout, partout, partout. Elle ouvre des perspectives absolument extraordinaires. Par exemple, pour la météo, vous avez peut-être remarqué que c'était beaucoup plus précis. L'apprentissage profond, il permet maintenant, Google peut prédire maintenant des orages, des précipitations dans un rayon de quelques kilomètres, avec une résolution bien meilleure que les modèles qu'on avait avant. C'est pour ça que c'est de plus en plus précis. Bon. En conclusion, je dirais que l'IA n'utilise que l'intellect humain qui restera toujours limité. Parce que nous, on a une perception des choses. Du reste, on est aussi limité dans notre connaissance, dans notre compréhension des choses de Dieu. Parce que ça se passe dans notre cerveau, c'est limité. Hein. Par contre, la dimension de la sagesse divine, éclairée par la révélation de l'Esprit de Dieu, elle ne pourra jamais, jamais être intégrée dans un réseau, dans un algorithme de réseau neuronal. Puis si l'homme se prend pour Dieu, alors l'IA peut devenir une sorte de prolongation transhumaniste, matérialiste, orgueilleuse et vraiment inquiétante. Je pense que la question qui est posée, et puis ça on en parlera la prochaine fois, à l'humanité, c'est semblable un peu au récit biblique. Hein. Est-ce qu'on va chercher à nous substituer à Dieu, à nous affranchir totalement de lui par la maîtrise technologique? Et je me demande si l'histoire de la Genèse 2 est peut-être en train de se répéter. L'arbre de la connaissance de l'IA pourrait provoquer notre perte. L'intelligence artificielle devient rapidement une sorte de nouvel arbre de la connaissance du bien et du mal. Un arbre séduisant, parce que comme disait Ève, quand elle a mangé le fruit, elle a dit
séduisant parce qu'il nous ouvre l'intelligence. Et dangereux à la fois parce qu'il peut nous conduire à la mort de notre civilisation. Merci.